Les décisions que vous croyez les plus libres sont parfois celles que quelqu'un a préparées en silence. Voilà ce que l'esprit refuse d'abord, non parce que l'idée est absurde, mais parce qu'elle atteint une vanité très ancienne, celle de se croire souverain au moment même où l'on obéit. Les êtres les plus dangereux ne forcent presque jamais. Ils ne haussent pas la voix. Ils ne supplient pas. Ils ne poursuivent pas. Ils n'ont pas besoin de déployer la violence visible des volontés pauvres. Ils savent que toute pression déclarée réveille une défense. Ils savent qu'un ordre, même juste, devient suspect dès qu'il porte l'odeur de l'ordre. Alors ils font autre chose. Ils déplacent le cadre. Ils modifient la lumière. Ils ferment une porte, mais juste assez pour que la main de l'autre commence à vouloir l'ouvrir. C'est ici que la naïveté moderne devient dangereuse. Elle croit encore que l'influence commence lorsqu'une personne tente d'en convaincre une autre. Elle imagine la persuasion comme un échange d'arguments, une lutte d'idées, une progression visible de la parole vers l'accord. Mais ce n'est que sa forme grossière. La persuasion appartient encore au théâtre de la demande. Elle suppose que quelqu'un veut obtenir un oui. L'influence véritable, plus froide, commence avant la demande. Elle travaille là où le sujet croit encore être seul avec son propre désir. Machiavel n'avait pas besoin du vocabulaire de la psychologie sociale pour comprendre cela. Il savait que les hommes résistent à ceux qui les dominent ouvertement, mais se soumettent plus facilement à ce qu'ils prennent pour leur propre mouvement. Le pouvoir qui s'annonce devient un obstacle. Le pouvoir qui se dissimule devient un climat. Et l'on ne se rebelle pas contre un climat. On le respire. Il faut regarder cela sans indignation facile. L'indignation protège souvent moins la morale que l'orgueil blessé. Ce qui dérange vraiment n'est pas que certains sachent influencer les autres. Ce qui dérange, c'est que nous soyons tous influençables par des mécanismes que nous confondons avec notre intimité. Un désir peut naître en nous sans nous appartenir entièrement. Une peur peut parler avec notre voix après avoir été déposée là par une autorité, une absence, une interdiction, une image répétée trop souvent. L'esprit humain n'est pas une chambre close. C'est un lieu traversé. La première inversion commence avec l'interdit. Ce que l'on possède déjà n'a pas besoin d'être conquis. Ce qui nous échappe, en revanche, se met à briller d'une lumière disproportionnée. Il suffit qu'un objet, une personne, une possibilité soit placée derrière une limite pour qu'une partie de l'esprit cesse de l'évaluer sobrement. La limite devient une preuve. Non de valeur réelle, mais d'intensité psychologique. Ce qui est refusé semble soudain chargé d'un sens que sa simple disponibilité n'aurait jamais produit. Toutes les cultures ont conservé cette vérité sous forme de récit. La chambre qu'il ne faut pas ouvrir. Le fruit qu'il ne faut pas prendre. Le nom qu'il ne faut pas prononcer. La boîte qu'il ne faut pas toucher. Ces mythes ne parlent pas seulement de désobéissance. Ils parlent d'une structure plus ancienne. L'esprit veut parfois moins la chose que la récupération de sa liberté menacée. L'objet devient secondaire. Le geste de s'en emparer devient une revanche. C'est pourquoi les interdictions créent parfois l'attachement qu'elles prétendaient empêcher. On croit défendre une valeur, une relation, une décision. En réalité, on défend son autonomie. Le lien se renforce non parce que l'objet est devenu plus profond, mais parce que l'empêchement lui a offert une fonction nouvelle. Il ne représente plus seulement un désir. Il représente une résistance. Et l'être humain s'attache farouchement à ce qui lui permet de se sentir libre contre quelqu'un. Ce point est essentiel. Il ne suffit pas de dire qu'un interdit attire. Ce serait trop simple, presque banal. Il faut comprendre que l'interdit change la nature même du désir. Il le politise intérieurement. Il le transforme en preuve de soi. Celui qui franchit la limite ne cherche plus seulement à obtenir ce qui était derrière. Il cherche à redevenir celui qui décide. Voilà pourquoi une défense trop visible peut fabriquer l'obsession qu'elle redoute. La main qui repousse donne parfois au visage repoussé une importance qu'il n'avait pas. La puissance subtile consiste alors moins à pousser qu'à rendre une direction psychologiquement irrésistible. Mais dès qu'on le formule ainsi, quelque chose doit se raidir en vous. Car cette phrase décrit autant ce que certains font que ce qui a pu être fait à votre propre esprit. Combien de portes avez-vous désirées parce qu'elles vous semblaient fermées ? Combien de personnes ont grandi dans votre imaginaire parce qu'elles vous ont échappé? Combien d'ambitions, de colère, de fidélité ne sont peut-être que des réponses à une privation ancienne? Le second déplacement est plus discret encore. Il ne touche pas au désir, mais à l'image que l'on se fait de soi après avoir agi.
Nous croyons aider quelqu'un parce que nous l'apprécions. Mais il arrive que nous commencions à l'apprécier parce que nous l'avons aidé. La conscience supporte mal ces contradictions. Elle n'aime pas voir cohabiter en elle une hostilité et un geste de faveur. Alors elle réécrit. Elle arrange. Elle murmure. Si je l'ai aidé, c'est qu'il devait y avoir en lui quelque chose de digne. L'action devient une preuve que le sentiment n'avait pas encore formulé. Ce mécanisme est d'une élégance presque inquiétante. Il révèle que l'affection n'est pas toujours antérieure au geste. Parfois, elle en est la conséquence. Nous protégeons ce dans quoi nous avons investi, même lorsque l'investissement est minuscule. Une attention donnée crée une dette intérieure, non envers l'autre seulement, mais envers notre propre cohérence. Nous voulons croire que nos gestes ont une raison noble. Et si la raison n'existait pas encore, l'esprit la fabrique après coup. Ici encore, la lucidité doit être double. On peut observer ce mouvement chez les autres, mais le plus difficile est de le reconnaître en soi. Pourquoi défendez-vous certaines personnes avec une intensité disproportionnée? Pourquoi justifiez-vous certains choix longtemps après qu'ils ont cessé d'être bons? Peut-être parce que vous avez déjà donné trop de vous-même pour supporter l'idée que vous vous êtes trompé. Il y a des liens qui durent non par amour, mais parce que les abandonnés demanderaient d'admettre que l'investissement initial n'avait pas le sens qu'on lui avait donné. L'influence la plus profonde n'a donc pas besoin de fabriquer un sentiment directement. Elle peut fabriquer un geste, puis laisser le sentiment s'organiser autour de lui. Cela devrait suffire à rendre toute certitude un peu plus silencieuse. Car beaucoup de nos loyautés se présentent comme des évidences intérieures, alors qu'elles sont peut-être les archives émotionnelles d'anciens actes. Nous aimons parfois ce qui nous permet de rester cohérents avec l'image que nous voulons avoir de nous-mêmes. La troisième inversion touche à l'idée. Et l'idée, plus encore que le désir ou l'affection, exige une prudence particulière. Personne ne défend plus farouchement une pensée que celui qui croit l'avoir trouvée seul. On peut discuter une suggestion venue de l'extérieur. On peut repousser un conseil. On peut soupçonner une stratégie. Mais une conclusion qui apparaît dans notre propre esprit porte immédiatement un prestige presque sacré. Elle ne ressemble pas à une influence. Elle ressemble à une découverte. C'est là que se trouve une partie très sombre de l'histoire humaine. Les peuples, les familles, les institutions et les individus agissent souvent avec la conviction d'avoir choisi, alors qu'on leur a seulement donné un environnement mental où une seule issue semblait naturelle. On ne leur a pas ordonné. On ne leur a pas menti de manière grossière. On a disposé les éléments. On a retiré certaines nuances. On a amplifié certains signes. On a laissé le reste se produire dans la chambre intérieure du jugement. Et le jugement, reconnaissant de se croire autonome, a signé. Il y a une humiliation profonde dans cette possibilité. Elle ne consiste pas à dire que l'homme est stupide. Ce serait encore trop rassurant. La stupidité permet de se séparer facilement des autres. Eux sont manipulables, moi non. La vérité est plus désagréable. L'intelligence elle-même peut servir l'influence. Plus un esprit est capable de relier les signes, plus il peut parfois fabriquer avec élégance la conclusion qu'on voulait lui voir fabriquer. Donnez-lui quelques points, il tracera la ligne. Donnez-lui la ligne directement, il la contestera. Voilà pourquoi l'idée installée sans empreinte devient presque impossible à arracher. Elle ne porte pas le visage de celui qui l'a déposée. Elle arrive vêtue de notre propre style mental. Nous la reconnaissons comme nôtre parce qu'elle parle notre langue. Et c'est peut-être la forme la plus parfaite d'une domination. Ne plus avoir à convaincre l'autre, mais lui laisser le plaisir de se convaincre lui-même. À ce moment du raisonnement, le sol devrait bouger légèrement. Non parce qu'il s'agit d'apprendre une technique, mais parce que la question se retourne. Quelles idées, en vous, ont réellement commencé en vous? Quelles certitudes politiques, amoureuses, professionnelles, spirituelles, esthétiques, ont été préparées par des phrases entendues trop tôt, par des absences répétées, par des humiliations anciennes, par des désirs que quelqu'un a su rendre plus rares qu'ils ne l'étaient? Combien de vos intuitions sont peut-être des héritages dont vous avez oublié l'origine? Il ne faut pas répondre trop vite. Les réponses rapides sont souvent des réflexes de défense. L'esprit aime sauver sa souveraineté par une formule. Il dira « Moi, je sais faire la différence ». Mais sait-il vraiment? Une pensée implantée avec assez de finesse ne ressemble pas à une pensée étrangère. Elle ne sonne pas comme une consigne. Elle se présente comme une reconnaissance. Comme si l'on avait toujours su. Comme si la vérité n'avait fait que remonter.
C'est cette sensation de vérité retrouvée qui rend certaines influences si difficiles à détecter. Elles ne produisent pas l'impression d'être déplacées. Elles produisent l'impression d'être enfin alignées avec soi-même. Or l'histoire personnelle est pleine de faux alignements. On peut se sentir fidèle à soi alors qu'on obéit à une blessure. On peut se croire libre alors qu'on réagit encore à une interdiction. On peut défendre une ambition qui n'est que le négatif exact d'une humiliation. L'esprit ne ment pas toujours par faiblesse. Parfois, il ment pour rester entier. Il devient donc nécessaire de former une autre qualité de regard. Pas un soupçon généralisé, qui ne serait qu'une maladie de la lucidité, mais une lenteur nouvelle devant ses propres évidences. Lorsque quelque chose en vous veut trop vite, refuse trop vite, admire trop vite, déteste trop vite, il faut marquer un arrêt. Non pour annuler le mouvement. Pour l'observer. D'où vient cette force? Depuis quand parle-t-elle? À qui ressemble-t-elle? Quelle scène ancienne répète-t-elle en prétendant commencer aujourd'hui? Cette enquête n'a rien de confortable. Elle prive l'ego de certaines beautés. Il est agréable de croire que nos goûts sont purs, que nos choix sont nôtres, que nos fidélités procèdent d'une profondeur intacte. Mais la profondeur humaine est rarement intacte. Elle est stratifiée, faite de traces, d'influences, de résistances, de dettes, de mimétismes oubliés. La lucidité ne consiste pas à devenir inaccessible à tout cela. Elle consiste à sentir, au moment où cela agit, que quelque chose agit. Celui qui apprend à sentir l'influence en temps réel n'a pas besoin de se raidir aussitôt. Il peut même rester immobile. Il peut écouter, sourire, laisser l'autre croire que le décor tient encore. Mais intérieurement, une distance s'est ouverte. Et cette distance suffit parfois à rendre impossible l'emprise parfaite. Le premier signe de liberté n'est pas de refuser tout mouvement. C'est de distinguer le mouvement qui naît de vous de celui qui vous traverse avec une voie empruntée. Il existe une autre forme d'influence, plus paradoxale, celle qui se cache derrière une faiblesse visible. Les hommes se méfient de la force qui se montre trop tôt. Ils veulent la contenir, la réduire, la dénoncer, la discipliner. Une puissance qui arrive avec des insignes provoque naturellement des coalitions. Mais une puissance qui s'avance sous un visage presque inoffensif reçoit souvent la permission d'entrer. On lui ouvre la porte parce qu'elle semble ne pas pouvoir prendre la maison. C'est l'un des malentendus les plus fréquents autour de Machiavel. On le lit comme un penseur de la domination affichée, alors qu'il est souvent plus proche d'un penseur du masque. Le lion fascine, mais le renard gouverne les passages. La force nue est utile au moment de l'exécution. Avant cela, elle attire les flèches. La supériorité trop visible humilie ceux dont on aura peut-être besoin demain. Elle crée autour d'elle une résistance morale, parfois même avant d'avoir agi. Il est donc parfois plus intelligent de ne pas être entièrement visible. Mais là encore, la question n'est pas seulement stratégique. Elle est existentielle. Que faites-vous lorsque quelqu'un se présente comme moins dangereux qu'il ne l'est? Que faites-vous lorsqu'une modestie vous désarme trop facilement? Que faites-vous lorsqu'une faiblesse vous donne envie de protéger une personne qui, en réalité, organise déjà l'espace autour d'elle? Toutes les fragilités ne sont pas fausses. Mais certaines sont socialement utiles. Elles obtiennent la permission que la force aurait perdue. Il faut une grande finesse pour distinguer la vulnérabilité réelle de la vulnérabilité performée. La première ouvre un lien. La seconde ouvre un accès. La première expose quelque chose. La seconde cache ce qui avance. Dans la vie ordinaire, cette distinction est souvent négligée, parce que l'on préfère récompenser celui qui semble ne pas menacer. On aime l'excellence lorsqu'elle trébuche un peu. On la trouve plus humaine, plus acceptable, plus proche de nous. Le petit défaut visible rassure l'observateur, pendant que les compétences essentielles continuent d'agir dans l'ombre. Il ne s'agit pas de condamner toute imperfection. Ce serait absurde. Il s'agit de voir comment l'imperfection peut devenir une surface diplomatique. Une manière d'éviter l'hostilité, de laisser aux autres l'illusion d'une supériorité locale, de ne pas déclencher leur défense narcissique. Certaines personnes savent admirablement perdre de petites batailles sans importance pour gagner l'architecture entière de la situation. Elles vous laissent le plaisir d'avoir raison sur un détail. Pendant ce temps, elles déplacent le centre. Le dernier renversement prolonge celui-ci. Les hommes n'aiment pas seulement gagner. Ils aiment sentir que la victoire vient d'eux.
Informer quelqu'un est souvent moins efficace que lui offrir la sensation d'avoir compris avant vous. Il ne veut pas être persuadé. Il veut se sentir fin. Il ne veut pas recevoir une solution. Il veut avoir l'impression de l'avoir découverte, raffinée, autorisée. Celui qui s'est donné à l'autre cette ivresse de compétence peut obtenir beaucoup sans paraître avoir obtenu. C'est une chose presque cruelle à admettre. Le besoin d'être reconnu comme intelligent rend l'intelligence manipulable. L'ego veut être l'auteur de ce qui le flatte. Il accueille avec gratitude celui qui lui renvoie une version agrandie de lui-même. Ce n'est pas toujours de la vanité vulgaire. C'est parfois un besoin plus profond, celui de ne pas se sentir conduit. Celui qui donne à l'autre l'impression d'être celui qui mène peut parfois l'amener très loin. La lucidité, encore une fois, consiste à retourner le miroir. Quand vous sortez d'une conversation avec le sentiment d'avoir gagné, demandez ce que vous avez réellement obtenu. Et ce que vous avez cédé. Demandez si votre impression de victoire ne vous a pas rendu moins attentif au prix. Demandez si l'autre n'a pas accepté trop facilement de perdre là où cela se voyait, pour gagner là où cela comptait. Beaucoup de défaites arrivent maquillées en triomphe intérieur. Il n'y a pas de conclusion confortable à cela. Seulement une discipline du regard. L'interdit qui attire. Le geste qui crée l'attachement. L'idée que l'on croit avoir trouvée seule. La faiblesse qui désarme. La victoire offerte comme un piège doux à l'ego. Ces formes ne sont pas des curiosités psychologiques. Elles traversent les familles, les amours, les entreprises, les institutions, les écrans, les rêves même que l'on défend avec le plus de sincérité. La question n'est donc pas « comment utiliser cela ?» Cette question arrive toujours trop tôt, et souvent dans les esprits les moins libres. La question plus grave est « où cela agit-il déjà en moi ? Quelle porte suis-je en train d'ouvrir parce qu'on me l'a rendue interdite ? Quelle personne ai-je appris à aimer parce que j'ai trop investi en elle pour pouvoir la regarder froidement ? Quelle idée défends-je parce qu'elle me donne l'impression d'être celui qui l'a découverte ? Quelle faiblesse m'a désarmé ? Quelle victoire m'a rendu inattentif ? Restez quelques secondes avec ces questions. Elles ne demandent pas une réponse publique. Elles demandent une surveillance intérieure. Peut-être est-ce cela, le début d'une liberté moins naïve, non pas croire que l'on échappe à l'influence, mais cesser de confondre chaque mouvement de l'esprit avec une preuve de souveraineté. Car l'opérateur véritable ne se présente jamais comme opérateur. Il n'annonce pas son passage. Il ne laisse pas une empreinte grossière. Il préfère que vous appeliez volonté ce qu'il a disposé, intuition ce qu'il a nourri, choix ce qu'il a rendu presque inévitable. Et lorsque vous comprendrez enfin cela, quelque chose en vous deviendra plus silencieux. Non plus docile. Plus attentif. Si une pensée vient de s'arrêter en vous, ne la forcez pas à repartir. C'est peut-être la première fois depuis longtemps qu'elle n'obéit à personne. Il faut maintenant entrer dans une zone plus délicate, celle où l'influence cesse d'être une technique extérieure et devient presque une atmosphère morale. Car les hommes ne sont pas seulement conduits par ce qu'ils désirent. Ils sont aussi conduits par ce qu'ils veulent préserver d'eux-mêmes. Leur cohérence. Leur dignité. Leur image. Leur sensation d'être encore les auteurs de ce qu'ils deviennent. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que l'on agit sur les êtres en attaquant leurs faiblesses visibles. Mais les faiblesses visibles sont souvent protégées par des défenses. Elles se savent vulnérables. Elles surveillent. Elles anticipent. L'endroit le plus exposé n'est pas toujours la faille avouée. C'est parfois l'orgueil noble, celui qui se croit supérieur à la manipulation parce qu'il sait nommer quelques mécanismes. Une conscience informée peut encore être conduite. Elle est seulement conduite avec plus de subtilité. L'être humain a besoin de se sentir libre, mais il a surtout besoin que sa liberté ait l'air intelligente. Il ne veut pas seulement choisir. Il veut croire que son choix révèle quelque chose de sa profondeur. Cette exigence rend l'influence plus facile, non plus difficile. Il suffit parfois de placer une décision dans une lumière où elle semble témoigner de sa finesse, de son courage, de son goût, de sa lucidité. Alors il s'y attache avec plus de force qu'à une décision simplement utile. Il ne défend plus seulement une option. Il défend le portrait de lui-même que cette option lui renvoie. Regardez les conversations où quelqu'un sort convaincu d'avoir dominé l'échange. Il marche avec une satisfaction discrète, presque physique. Il croit avoir obtenu une concession. Il croit avoir vu clair. Il croit avoir imposé son discernement. Mais parfois,
Cette victoire était comprise dans le prix initial. Le recul de l'autre était préparé. La concession était une porte offerte pour faire oublier le couloir. Celui qui donne à l'ego une petite couronne peut souvent lui retirer une part plus vaste du royaume. Il ne s'agit pas de croire que tout échange est piège. Ce serait une paranoïa sans noblesse. Il s'agit d'apprendre à reconnaître cette ivresse particulière, la sensation de triompher trop vite. Quand une discussion vous donne immédiatement l'impression d'être plus intelligent, plus fort, plus maître que l'autre, une alarme silencieuse devrait se lever. Peut-être avez-vous réellement vu juste. Peut-être aussi vient-on de vous offrir exactement le miroir dont votre vanité avait besoin pour baisser sa garde. La flatterie grossière est facile à mépriser. La flatterie fine, elle, ressemble à une reconnaissance. Elle ne dit pas « vous êtes exceptionnel ». Elle dit « vous avez compris ce que les autres n'auraient pas vu ». Elle ne gonfle pas seulement l'importance personnelle. Elle donne à l'esprit la sensation d'être rare. Et peu de choses rendent un esprit plus docile que l'impression d'être enfin reconnu dans sa rareté. C'est pourquoi certains ne cherchent jamais à convaincre directement. Ils vous laissent découvrir ce qu'ils ont organisé. Ils vous donnent les signes, les silences, les comparaisons, les demi-retraits. Ils vous placent devant une scène où une conclusion devient plus élégante que les autres. Puis ils se taisent. Le silence, ici, n'est pas absence. Il est l'espace où votre propre ego vient achever leur phrase. On sous-estime toujours la puissance du non-dit. Une parole trop complète enferme celui qui l'entend dans une position de réponse. Il peut accepter, refuser, argumenter. Mais un fragment, une phrase suspendue, une inquiétude déposée sans insistance, devient plus difficile à repousser. L'esprit déteste les formes inachevées. Il complète. Il relie. Il imagine. Et ce qu'il complète lui-même, il le croit davantage. La manipulation la plus raffinée ne remplit pas l'esprit. Elle l'invite à se remplir. Elle ne donne pas une conclusion. Elle fabrique une tension que la conclusion viendra soulager. Voilà pourquoi certaines phrases restent en nous longtemps après la conversation. Non parce qu'elles étaient profondes, mais parce qu'elles étaient incomplètes au bon endroit. Elles ont laissé une écharde. Et l'esprit, en essayant de l'extraire, l'enfonce parfois plus profondément. Il y a dans tout cela une leçon plus vaste sur la société contemporaine. Nous croyons vivre dans un excès d'informations. C'est vrai à la surface. Mais l'influence ne dépend pas seulement de ce qui est dit. Elle dépend de ce qui est rendu saillant, de ce qui disparaît du champ, de ce qui revient plusieurs fois sous des formes différentes jusqu'à devenir familier. Une idée répétée n'a pas besoin de convaincre tout de suite. Elle attend que votre fatigue fasse le reste. La répétition transforme l'étrangeté en proximité. Puis la proximité en plausibilité. Puis la plausibilité en préférence. Beaucoup de pensées entrent ainsi, non par effraction, mais par usure. Elles frappent trop doucement pour être combattues. Elles reviennent assez souvent pour ne plus sembler venues du dehors. Un jour, vous les appelez votre opinion. Vous ne vous souvenez plus de leur première apparition. C'est exactement pourquoi elles ont réussi. Le monde moderne n'a pas seulement perfectionné l'accès à l'information. Il a perfectionné la préparation des évidences. Il s'est présenté certaines options comme naturelles, certaines inquiétudes comme urgentes, certaines ambitions comme désirables, certaines vies comme ratées. Il ne dit pas toujours « choisis ceci ». Il installe autour de vous une architecture où ne pas choisir ceci finit par sembler étrange. Et l'homme, pour ne pas se sentir exclu de la forme dominante du réel, coopère souvent avec sa propre capture. Mais il serait trop confortable d'accuser seulement les systèmes, les écrans, les institutions, les stratèges. La part la plus inquiétante et plus intime. Nous aimons parfois être conduits lorsque cela nous dispense d'une décision nue. Il est plus reposant de découvrir en soi un désir déjà formé que de supporter l'angoisse de choisir sans garantie. Il est plus facile de défendre une direction qui semble évidente que d'habiter la suspension où rien n'a encore reçu de nom. L'influence réussit souvent parce qu'elle nous évite le vide. Elle donne une forme à ce qui, autrement, serait incertain. Elle offre un langage à des tensions qui nous troublaient déjà. Une personne habile n'invente pas toujours ce qu'elle dépose en vous. Elle repère ce qui cherche une forme, puis lui donne celle qui lui convient. C'est pour cela que l'on peut se sentir compris par ceux qui nous utilisent. La compréhension et l'exploitation ont parfois des gestes voisins. Il faut donc se méfier de ceux qui vous soulagent trop précisément. Une phrase peut vous toucher parce qu'elle est vraie.
Elle peut aussi vous toucher parce qu'elle rejoint une faiblesse avec une exactitude dangereuse. Une explication peut éclairer. Elle peut aussi enfermer. Une personne peut vous donner l'impression d'être enfin vue, alors qu'elle vient seulement d'identifier la serrure la plus sensible. La lucidité n'exige pas de fermer toutes les portes. Elle exige de sentir la différence entre être vu et être lu. Être vu implique une reconnaissance qui ne cherche pas immédiatement un levier. Être lu peut devenir plus froid, vos réactions deviennent prévisibles, vos blessures deviennent des passages, vos désirs deviennent des poignées. Beaucoup confondent la personne qui les comprend avec celle qui a compris comment les déplacer. C'est ici que le masque de faiblesse prend une forme plus subtile encore. Il ne sert pas seulement à rendre la force acceptable. Il sert aussi à faire naître chez l'autre un sentiment de supériorité protectrice. Celui qui se croit plus solide baisse parfois sa garde devant celui qui semble dépendre de lui. Il commence à conseiller, à guider, à ouvrir des espaces, à offrir des informations, à parler trop. Il se sent généreux. Il ne voit pas toujours qu'en croyant prendre la position haute, il vient de rendre son intériorité accessible. Une faiblesse bien placée provoque une confidence. Une hésitation calculée invite l'autre à remplir le vide. Une demande apparemment modeste peut déclencher chez celui qui répond une impression de maîtrise. Et dans cette impression, il révèle plus qu'il ne voulait. Il croit aider. Il s'expose. Il croit orienter. Il devient lisible. On ne conquiert pas toujours les hommes en leur montrant sa grandeur. On les conquiert parfois en leur laissant le plaisir de découvrir une grandeur qu'on feint d'ignorer soi-même. La tragédie discrète de cette dynamique est qu'elle récompense l'ego moral. Celui qui veut être bon, utile, supérieur sans brutalité, devient parfois plus perméable. Sa bonté n'est pas en cause. Son absence de vigilance l'est. Il ne voit pas que certaines scènes sont construites pour faire appel précisément à ce qu'il aime en lui, sa finesse, sa générosité, son rôle de sauveur, son besoin d'être celui qui comprend mieux que les autres. La véritable protection ne consiste pas à devenir sec. Elle consiste à retirer au besoin d'être nécessaire son pouvoir aveuglant. Dès que votre aide vous donne une image trop agréable de vous-même, observez. Dès que vous sentez qu'une personne vous place dans le rôle exact que vous aimez jouer, ralentissez. La scène est peut-être sincère. Elle peut aussi être une invitation à entrer dans un couloir dont la sortie ne vous appartiendra pas. Une autre chose doit être comprise. La domination visible fatigue celui qui la pratique. Elle doit se maintenir, se défendre, se justifier. La domination invisible, elle, se délègue à l'autre. Lorsqu'un homme croit désirer ce qu'on voulait lui faire désirer, il travaille de lui-même. Lorsqu'il croit protéger une idée qu'on lui a laissé adopter, il devient son propre gardien. Lorsqu'il croit avoir gagné, il protège parfois la structure même qu'il a déplacée. Voilà pourquoi l'absence d'empreinte est si précieuse pour celui qui influence. Une contrainte visible peut être dénoncée. Une pression explicite peut être nommée. Mais comment accuser quelqu'un d'une décision que vous avez vécue comme vôtre? Comment remonter jusqu'à une origine lorsque l'origine a été dissoute dans vos propres raisonnements? L'influence parfaite ne vous vole pas votre liberté. Elle vous laisse l'histoire selon laquelle vous l'avez exercée. Et pourtant, il y a toujours un signe. Très faible. Presque honteux. Une dissonance minuscule entre la vitesse du mouvement et la profondeur réelle de votre certitude. Quelque chose veut, mais trop vite. Quelque chose adhère, mais avec une tension étrangère. Quelque chose se sent flatté au moment exact où il devrait réfléchir. Le corps, parfois, c'est avant la pensée. Il se contracte. Il hésite. Puis l'ego intervient pour donner une explication noble à ce qu'il vient d'accepter. Il faut apprendre à ne pas trahir ce premier signal. La plupart le recouvrent immédiatement. Ils veulent rester cohérents avec la décision qui vient de naître. Ils ne veulent pas paraître méfiants, instables, ingrats. Alors ils continuent. Et plus ils continuent, plus la décision devient difficile à remettre en cause. L'influence adore ce mécanisme. Elle n'a pas besoin d'être forte longtemps. Elle doit seulement obtenir le premier pas. Ensuite, l'homme justifie son propre déplacement pour ne pas avoir à revenir en arrière. C'est pourquoi la liberté commence souvent par une pause qui semble disproportionnée. Une suspension. Une respiration. Un refus de répondre tout de suite. Le monde rapide déteste cette lenteur, car elle empêche les mécanismes de se refermer. Celui qui ne réagit pas immédiatement reprend à l'influence son avantage principal, la continuité.
Il introduit une rupture. Dans cette rupture, la scène apparaît autrement. Machiavel aurait reconnu cette valeur du délai. Ne pas se précipiter là où l'on veut vous voir vous précipiter. Ne pas se défendre immédiatement lorsque la défense vous enfermerait dans le rôle prévu. Ne pas saisir la porte interdite au moment où elle vous est montrée. Ne pas accepter la victoire offerte sans examiner ce qu'elle coûte. Le pouvoir ne se manifeste pas toujours dans l'action. Parfois, il se manifeste dans l'interruption de l'action attendue. Il existe alors une forme de souveraineté beaucoup moins spectaculaire que la domination, la capacité de ne pas être disponible à chaque mouvement que l'on provoque en vous. Ne pas être disponible à la provocation. Ne pas être disponible à la rareté fabriquée. Ne pas être disponible à la flatterie fine. Ne pas être disponible à la faiblesse qui demande votre rôle préféré. Ne pas être disponible à l'idée qui vous caresse en se faisant passer pour une illumination. Cette indisponibilité n'est pas une froideur. C'est une hygiène de l'esprit. Elle ne vous rend pas fermé. Elle vous rend moins immédiatement utilisable. Et peut-être est-ce une des rares libertés encore possibles dans un monde saturé de signaux, devenir plus lent que ce qui cherche à vous saisir. Mais cette lenteur a un prix. Elle vous retire certaines ivresses. L'ivresse de répondre. L'ivresse d'être choisi. L'ivresse de comprendre avant les autres. L'ivresse de sauver. L'ivresse de gagner. Elle vous oblige à vivre quelques secondes sans le plaisir immédiat de votre propre rôle. Ce sont ces secondes qui décident parfois de tout. Là où l'homme ordinaire se précipite vers l'image agréable de lui-même, l'esprit lucide accepte de rester nu. Et dans cette nudité, une question revient, plus simple et plus dure que toutes les théories. Pourquoi est-ce que je veux cela maintenant? Non pas en général. Maintenant. Pourquoi cette urgence? Pourquoi cette certitude soudaine? Pourquoi cette personne, cette idée, cette porte, cette victoire, cette faiblesse, me demande-t-elle de répondre avant que je me voie répondre? La réponse n'a pas toujours besoin d'être formulée. Parfois, il suffit que la question soit posée pour que le charme perde sa continuité. L'influence a horreur de la conscience qui se regarde en train d'être influencée. Elle peut survivre à la résistance. Elle peut contourner le refus. Mais elle se fragilise lorsque le sujet cesse de se confondre avec son propre mouvement. Peut-être est-ce là le point le plus inconfortable. La liberté n'est pas l'absence d'influence. Ce serait une fable pour esprit pressé. La liberté commence quand l'influence cesse d'être invisible. Quand une partie de vous peut dire, sans panique et sans orgueil, « Ceci agit sur moi. Et maintenant, je décide si je lui permets de continuer. » Ce n'est pas une victoire définitive. Rien ne l'est. Demain, d'autres portes paraîtront fermées. D'autres phrases vous flatteront dans votre intelligence. D'autres faiblesses appelleront votre générosité. D'autres idées arriveront avec le masque de l'évidence. Mais quelque chose aura changé. Une distance aura été créée. Et cette distance, même infime, suffit parfois à empêcher que votre esprit soit occupé sans que vous en soyez informé. Restez avec cela. Non comme une méthode, mais comme une inquiétude utile. Car ce qui se défend trop vite est souvent déjà compromis. Ce qui peut rester silencieux devant sa propre réaction commence peut-être, enfin, à voir. Il reste une dernière chose à comprendre, et elle est peut-être la moins confortable. L'influence ne disparaît pas parce qu'on l'a reconnue. Elle devient seulement plus difficile à confondre avec soi. C'est une erreur de croire que la lucidité délivre immédiatement. Elle ne délivre pas. Elle retire d'abord certaines innocences. Elle vous empêche de regarder vos désirs avec la même confiance, vos colères avec la même pureté, vos décisions avec la même complaisance. Elle introduit une fissure dans le récit que vous aviez de vous-même. Et cette fissure, si vous ne la refermez pas trop vite, devient un passage. À partir de là, la question n'est plus seulement de savoir qui tente de vous déplacer. La question devient plus profonde. Quelle partie de vous accepte d'être déplacée? Car aucune influence ne réussit sans une complicité intérieure, même minuscule. Il faut une attente, une blessure, une vanité, une peur, une faim, quelque chose qui réponde. Le monde peut déposer 1000 signes devant un esprit fermé. Il ne s'y passera rien. Mais donnez à un homme le signe exact que sa solitude attendait, et il appellera cela destin. Voilà pourquoi la surveillance véritable commence dans les zones les plus flatteuses. Là où l'on se sent choisi. Là où l'on se croit rare. Là où l'on pense enfin avoir compris ce que les autres ne voient pas. Là où l'on sent une urgence douce, presque noble, qui pousse à répondre,
à entrer, à croire, à défendre. L'emprise la plus efficace n'a pas toujours le visage de la menace. Parfois, elle a le visage d'une révélation. Il faut apprendre à supporter quelques secondes de non-réponse. Ne pas tendre la main vers la porte simplement parce qu'elle semble interdite. Ne pas protéger une idée simplement parce qu'elle vous donne l'air profond. Ne pas aimer une décision seulement parce qu'elle vous réconcilie avec l'image que vous voulez avoir de vous-même. Il y a une discipline presque invisible dans ce refus de se précipiter. Une aristocratie intérieure de la pause. Ceux qui comprennent cela deviennent moins manipulables, non parce qu'ils deviennent insensibles, mais parce qu'ils cessent d'être immédiatement disponibles à leurs propres réflexes. Ils peuvent sentir l'appel sans y obéir. Ils peuvent reconnaître la flatterie sans la boire. Ils peuvent voir la faiblesse de l'autre sans courir vers le rôle du sauveur. Ils peuvent recevoir une idée sans la couronner aussitôt du nom de vérité. C'est une liberté austère. Elle n'offre pas l'ivresse d'avoir toujours raison. Elle ne transforme pas l'existence en terrain maîtrisé. Elle ne rend pas les autres transparents. Elle rend seulement plus difficile l'ancien sommeil. Et parfois, cela suffit. Car la vraie question n'est peut-être pas « qui me manipule ?» Cette question, posée seule, devient vite pauvre, presque paranoïaque. La question plus tranchante est « qu'est-ce qui, en moi, veut être manipulé pour ne pas avoir à choisir dans le vide ?» Qu'est-ce qui préfère une certitude déposée de l'extérieur à l'angoisse d'une décision réellement nue? Qu'est-ce qui appelle liberté ce qui n'est peut-être qu'un soulagement bien organisé? Restez là. Dans ce malaise précis. Ne cherchez pas à le résoudre trop vite. Ce qui se résout immédiatement retourne souvent au sommeil. Laissez plutôt cette idée faire son travail. Peut-être que certaines de vos décisions les plus défendues n'étaient pas fausses, mais elles n'étaient pas entièrement vôtres. Peut-être qu'une partie de votre vie n'a pas été choisie, seulement rendue désirable. Peut-être que votre esprit a parfois signé des contrats dont il n'avait jamais lu l'architecture. Cela ne demande pas la panique. Cela demande une froideur nouvelle. Une façon de se regarder penser. De se regarder vouloir. De se regarder refuser. De se regarder adhérer. Comme si, derrière chaque mouvement, il fallait désormais entendre une seconde question. D'où vient cette force? Et si vous ne savez pas répondre, n'inventez pas. Le silence est parfois la première réponse honnête. Il y a des influences qui meurent dès qu'on cesse de leur fournir une explication flatteuse. Il y a des désirs qui perdent leur éclat dès qu'on les regarde sans urgence. Il y a des portes qui cessent d'appeler dès qu'on comprend qu'elles avaient été fermées pour nous attirer. Alors peut-être que la maîtrise commence ici, dans un geste presque imperceptible, ne pas bouger tout de suite. Ne pas croire tout de suite. Ne pas se reconnaître trop vite dans ce qui vous traverse. L'opérateur véritable espère que vous confondrez vitesse et vérité. Il espère que vous appellerez intuition ce qui vous presse, liberté ce qui vous attire, victoire ce qui vous endort. Mais quelque chose en vous peut apprendre à rester immobile assez longtemps pour voir la scène. Et cette immobilité, pour la première fois, n'est pas une faiblesse. C'est peut-être le moment exact où l'influence perd son invisibilité.